L'échiquier international, soyez les bienvenus. D'aucuns pensaient que l'histoire avait une date de péremption. Vous en jugerez avec nous au bout de ces 26 minutes de programme. Il y a une trentaine d'années, au crépuscule de la guerre froide, un géopolitologue et économiste américain, aussi conseiller de Ronald Reagan, commettait un écrit, un tantinet provocateur qui fera sensation dans le cercle des décideurs washingtoniens et autres universitaires en sciences politiques du monde occidental. L'auteur en question, Francis Fukuyama, en intitulant son article « La fin de l'histoire », prédisait le triomphe du modèle démocratique et libéral sur tout l'ensemble du monde avec la chute du bloc communiste. Une nouvelle ère donc était sur le point de poindre avec le concours de l'ensemble des nations du monde où les totalitarismes ne seraient que vestiges. Quid des guerres, quid des catastrophes, sauf peut-être à plaquer au sein de manuels d'histoire pour vieux chercheurs et autres explorateurs de bibliothèques. Fukuyama, qui fera partie certes des décisionnaires les plus influents du monde occidental comme The National Endowment for Democracy, expliquera que la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu, mais craint en revanche une résurgence du phénomène du terrorisme. Il prédit également la fin des idéologies du XXe siècle au profit d'un marché ouvert que l'on nommera la mondialisation, le tout, vous l'aurez compris, sous le contrôle des États-Unis d'Amérique. Mais à y voir de plus près, Francis Fukuyama a-t-il fait de la prospective ou plutôt a évoqué le plan de l'Empire américain sur le futur et l'ensemble du globe? On le sait, à présent, lui comme tant d'autres ont mal évalué la montée en puissance de la Chine et le retour de la Russie après le long intervalle communiste dont le président Vladimir Poutine a décrit la fin comme étant la pire catastrophe du XXe siècle. La fin de la guerre froide, anticiper la fin de l'histoire, ou plutôt ouvrirait le bal à de nouvelles confrontations, de nouvelles formes inédites. C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec notre invité du jour dans un court instant. Un empire, et cela s'est vérifié, ne dirige pas la gestion du pouvoir ou ne co-dirige pas la gestion du pouvoir mondial, sinon ça ne serait plus un empire, autre chose. Cela s'est vérifié tout au long de l'histoire, une puissance globale ne quitte l'échiquier mondial sans déclencher un conflit. On verra ce qu'il en est réellement avec notre invité du jour, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Witsch, expert en stratégie militaire et enseignant à l'Université de Lausanne, conférencier, auteur également. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez le bienvenu. Avec plaisir. Alors je le disais à l'instant, au cours de l'histoire, aucun empire n'a abandonné sa place de puissance incontestée sans livrer une guerre. Aujourd'hui, on pense bien sûr à la rivalité entre les États-Unis et la Russie, ou encore entre les États-Unis et la Chine. Un empire disparaît quand un autre viendrait le remplacer, le tout sur un fond de guerre. La théorie dite du piège de Thucydide appliquée à cette rivalité. Sommes-nous aujourd'hui, selon vous, dans ce cas de figure ? Alors, ce qui est assez intéressant dans la période actuelle, c'est qu'au fond, nous sommes en face d'une situation où on a effectivement un empire, les États-Unis, qui sont en déclin, mais on n'a personne qui est en face en mesure de les remplacer. Pendant très longtemps, pendant ces 10 dernières années, on a souvent évoqué la Chine comme challenger et comme nouveau leader du monde, mais la Chine aujourd'hui ne va pas très bien. Son économie, malgré ce qu'on pense, est en situation difficile. Dans le pays même, il y a un gros manque de main-d'œuvre qui se chiffre en dizaines de millions de personnes. C'est normal, c'est une génération qui passe à la retraite. Et donc, on est dans une situation où, à la fois, on a des États-Unis déclinants, avec exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire un risque de guerre. Enfin, il y a déjà une guerre en Europe, en tout cas. Et comme l'a dit
le spécialiste Paul Kennedy, dans ses travaux à la fin des années 80, lorsqu'une puissance est en déclin, c'est là qu'elle est la plus dangereuse, parce que c'est là qu'elle risque de déclencher des guerres. Mais on n'a pas en face un challenger qui est capable de prendre la place. Et donc, on est beaucoup plus dans une situation de grand intérêt. On n'a pas une puissance qui est capable de supplanter les États-Unis. Mais en dépit de ce que vous dites, il y a quand même à relever une montée des tensions globales. Donc, peut-on dire sans exagération que nous sommes malgré tout au seuil d'une, peut-être pas d'une guerre mondiale, mais en tout cas d'une confrontation, pas dans le sens classique du terme. On le voit avec des affaires d'espionnage numérique, la guerre du cyberespace, l'infiltration de nouvelles générations d'appareils d'espionnage. On a aussi des opérations d'influence via des ONG, par exemple. La liste n'est pas exhaustive. Mais aussi, comment ne pas oublier la confrontation économique et surtout le soft power. Donc c'est vrai que peut-être que ce n'est pas une guerre classique, mais une guerre tout de même entre grandes puissances. Alors, moi, je parlerais plutôt d'un grand désordre. D'un grand désordre. Alors, on le voit en Europe avec la guerre en Ukraine qui, visiblement, ne pourra jamais déboucher sur une victoire ukrainienne, ça c'est clair. On le voit en Afrique avec plusieurs pays qui, désormais, ont pris congé de la France et se tournent vers d'autres puissances. On le voit en Europe occidentale avec, par exemple, l'Allemagne qui était le grand moteur économique, non seulement de l'Europe, mais de l'ensemble du bloc occidental, hein. Rappelons-nous que l'Allemagne était ce qu'on appelle Export-Weltmeister, le champion du monde des exportations. Or, tout ça est en train de disparaître. L'Allemagne est en récession, l'Afrique, on vient d'en parler, la Chine va pas très bien, les États-Unis. Alors, les États-Unis, il faut distinguer. Il y a le pouvoir financier autour de Wall Street et de Washington et de la Maison Blanche. C'est une chose, mais la société américaine va vraiment mal. Il en va de même pour le Royaume-Uni où, au fond, la City de Londres, financièrement, continue de fonctionner à plein régime, mais la société britannique, elle souffre énormément. Donc, voilà. Et la Chine, on vient de le dire. Donc, on est dans une situation de grand intérêt où, au fond, on ne sait pas ce qui va arriver. Et d'ailleurs, ça se traduit dans la situation internationale. Imaginez-vous, en 2003, les États-Unis entrent en Irak au nez et à la barbe de l'ensemble du monde, de l'ONU et de l'opinion mondiale. Sur la base d'un mensonge éhonté, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. On est en 2003. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard. Où sont les États-Unis dans cette région? Ils ne sont plus présents. Ils ont quelques forces spéciales qui sont avec les forces kurdes en Syrie, etc. Ils ne sont pratiquement plus présents. Mais peut-être que le centre de la puissance mondiale a glissé vers l'Asie du Sud-Est. On constate déjà à l'époque qu'Obama avait justement donné l'ordre que les GI se désengagent de l'Irak et notamment de l'Afghanistan, on se rappelle des images, pour se concentrer plus dans l'Asie du Sud-Est, parce que pour surveiller peut-être la Chine, en tout cas c'est une zone de grand intérêt pour le futur. Alors écoutez, c'est possible, mais c'est pas l'interprétation que je privilégie. Je privilégie l'interprétation d'un désordre généralisé. Un désordre généralisé parce que, alors, le principe d'une puissance dominatrice, c'est que, effectivement, elle impose sa volonté au reste du monde, mais elle garantit
ce qui n'est pas évidemment une bonne chose, le fait d'imposer sa volonté au reste du monde, mais elle garantit un minimum de stabilité. Or, à l'heure actuelle, il n'y a plus cette stabilité. Alors, Il n'y a plus cette... allez-y, je vous en prie, terminez, je vous en prie. Il n'y a plus cette stabilité, et c'est pour ça que notre monde est vraiment assez difficilement prévisible à l'heure actuelle. Je répète, vous parliez du sud-est asiatique. Alors, si on parle de Singapour, on est d'accord. Si on parle de... Plutôt la mer de Chine. Plutôt la mer de Chine. Pardon ? Plutôt la mer de Chine. Oui, mais qui va dominer la mer de Chine ? La Chine va le faire. La Chine va le faire, mais elle n'est pas en situation de leadership mondial. Elle peut certainement gagner des parts de marché, des parts de territoire qu'elle peut contrôler. On voit la pression qu'elle met sur Taïwan, etc. Mais au fond, elle n'est pas une puissance mondiale. Elle est une puissance régionale, mais elle n'est pas une puissance mondiale au sens où l'ont été les États-Unis. Ce n'est pas un impérium, ce n'est pas un empire, en fait. C'est ce que vous dites. Voilà, c'est-à-dire que pour avoir un leadership mondial, vous devez avoir 3 éléments. Vous devez avoir la puissance militaire. La Chine, là, mais comparativement aux États-Unis, pas vraiment. Vous devez avoir la puissance économique. La Chine, là, mais elle est quand même très dépendante du reste du monde. Et vous devez avoir la puissance financière. Or, le renminbi n'a aucune valeur sur le marché international. On continue de tout faire en dollars, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais on continue de faire tout en dollars. Donc, c'est pour ça que je dis que les États-Unis n'ont plus le leadership mondial, sinon on n'aurait pas une guerre en Ukraine qui se prolonge comme ça, on n'aurait pas une guerre en Syrie où la Russie explicitement vient au secours du régime de Bachar al-Assad. On n'aurait pas cette situation si les États-Unis restaient une puissance dominante. Alors restons, si vous le voulez bien, sur cette tension entre Washington et Pékin. C'est une tension qui dépasse les alternances politiques américaines, mais malgré tout, l'ennemi est désigné, et clairement, c'est la Chine, et tout l'Occident s'y met. Une enquête qui fait grand bruit vient de sortir d'un analyste australien dont la thèse est de dire que la Chine aurait le plus grand appareil d'espionnage au monde. Mais n'est-ce pas étrange, puisqu'on semble quand même oublier, on est moins regardant sur les méthodes américaines d'espionnage, type l'affaire Snowden, l'affaire Assange, l'affaire Alstom en France, l'affaire des sous-marins australiens. Il y a peut-être aussi au sein des rédactions occidentales une forme de racisme des Occidentaux à l'égard des Chinois, puisqu'on pardonne tout aux Américains, même les pires méfaits, même ceux qui écornent la diplomatie. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors là, vous avez tout à fait raison. Il y a un parti pris des médias occidentaux qui est clair et qui se reflète de manière dramatique dans la crise ukrainienne. Mais et j'en reviens, le problème, c'est pas les actions d'espionnage, etc. La seule économie mondiale qui tient un certain point au niveau mondial, qui n'est pas dépendante du dollar, c'est la Russie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que la Russie se portait très bien. En revanche, la Chine a fait le choix, il y a plusieurs décennies, d'acheter une grande partie de la dette publique américaine qui se chiffre en milliards de dollars. Or, à ce moment, quand vous êtes parti pris de la dette américaine en dollars, vous êtes dans le système dollar. Et là, il faut se souvenir du simple raisonnement. Si vous devez 100 000 euros, 100 000 dollars à votre banquier, il vous tient. Mais si vous lui devez 100 millions, c'est vous qui le tenez.
Et la Chine, elle est dans cette situation-là. Si le dollar se casse la figure, si l'économie américaine se casse la figure, elle est la première victime du pataquès. Alors restons justement sur le sujet économique. On sait que les effets de la crise financière de 2008, la fameuse crise des subprimes, continuent de diffuser, entre guillemets, sa vérole sur le système bancaire américain et notamment allemand, par exemple. L'OCDE chiffre les pertes de cette crise à 422 milliards de dollars. Conséquence, 1 million de personnes auraient perdu leur logement. Le quantitative easing des banques centrales, notamment de la Fed, pour stimuler la croissance, ne marche pas. Seuls 3% arriveraient au sein de l'économie réelle. La guerre est parfois aussi, vous l'avez dit, une option pour relancer et donner un coup de santé à l'économie. On indiquera par exemple ici le New Deal de Roosevelt pour la Seconde Guerre mondiale, même si comparaison n'est pas raison, mais peut-être qu'une guerre aussi permettrait de redynamiser l'économie américaine et notamment l'économie occidentale. Alors là, vous mettez le doigt sur un point très important. C'est vrai que dans la perspective de la dynamique du capitalisme, et d'ailleurs les marxistes en font systématiquement la critique, c'est que la guerre est un moyen d'éviter ou de résoudre les crises financières. Vous venez d'évoquer la crise financière. Moi, dans mon pays, la Suisse. Le Crédit Suisse a fermé ses portes, alors qu'il se portait très bien en Suisse, mais ces investissements, ces spéculations sur les marchés internationaux en particulier, lui ont coûté son existence. Donc, effectivement, et la guerre en Ukraine est un élément de ce mécano. Maintenant, la question, est-ce qu'on va aller plus loin? Alors, je ne suis pas prophète, j'ai tendance à dire que non, parce qu'on n'est plus à la période de la guerre froide avec des armées, que ce soit à l'est ou à l'ouest, qui ont des potentiels incroyables. À l'heure actuelle, même l'armée russe reste une armée relativement modeste par rapport à la taille du territoire. On ne parle pas des armées européennes qui sont des échantillons. Et si vous regardez une chose, c'est que pourquoi les États-Unis ne livrent pas des chars et ne livrent pas de l'armement lourd en Ukraine alors qu'ils sont à fond derrière le gouvernement ukrainien, c'est qu'il y a une résistance phénoménale au niveau du Pentagone. Le Pentagone n'est pas du tout pro-russe, mais le Pentagone se rend bien compte que tout ce qu'on va livrer à l'Ukraine, ils ne le récupéreront plus. Donc on a une situation où les armées régulières ne sont plus très puissantes. Elles sont puissantes pour un théâtre d'opération comme l'Ukraine. Mais pour aller au-delà, j'ai des doutes. C'est pour ça que je vous dis, alors vous anticipez. On est dans une situation de grand interrègne, ce qui est particulièrement dangereux, parce que tout le monde se sent permis de faire n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus de véritable puissance qui est capable de dire maintenant stop. Alors restons sur ce conflit, restons justement sur ce conflit ukrainien, puisqu'on vous a beaucoup entendu sur l'opération spéciale russe en Ukraine l'an dernier. Vous avez dit que l'Ukraine avait perdu la guerre. On ne sait pas quand d'ailleurs doit être prévue la fameuse contre-offensive de Kiev qui est repoussée au calendrier grec. Avez-vous quelques éléments à nous fournir par rapport à cette confrontation, cette opération dite spéciale? Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est le fruit de mes analyses, parce que dans cette guerre, on a vraiment affaire à une désinformation complète des deux côtés. Alors, je pense que la contre-offensive ukrainienne est un échec. Il y a des informations assez intéressantes, assez inquiétantes qui circulent, comme quoi
par exemple, autour de Kiev, on serait en train de créer un cimetière militaire en l'honneur des soldats ukrainiens tombés au champ d'honneur, mais ce cimetière militaire prévoirait 400 000 tombes. Donc voilà, hein, ça en dit long. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que l'OTAN a formé des forces spéciales ukrainiennes qui ne sont pas en mesure de renverser la vapeur, mais qui sont en mesure de s'infiltrer à l'intérieur du dispositif russe. Parce que le travail des forces spéciales, c'est ça, hein, c'est s'infiltrer et créer des sabotages, etc. Et je suppose, je dis bien je suppose, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations, que les événements qu'on nous annonce comme des victoires ukrainiennes sont le fait de ces formations ukrainiennes formées par l'OTAN qui ont réussi à s'infiltrer dans le dispositif russe et qui, à partir de là, font quelques coups intéressants. Alors malheureusement, Bernard, oui, le temps avance. De nos jours, je sais que je vous sais spécialiste de la question, de nos jours, nous assistons à des formes de guerre particulières qui n'est pas le fait d'unités conventionnelles, des guerres qui ne se déroulent plus entre armées régulières, mais qui est celle des partisans, des insurgés, des pirates, peut-être des terroristes, des seigneurs de guerre et des autres formes d'organisations armées non étatiques ou des milices privées, notamment en Afrique ou même dans les favelas au Brésil. Pensez-vous que ce phénomène serait de plus en plus prégnant à l'avenir ? Malheureusement, je le crois. Parce que les États ont de moins en moins de moyens d'entretenir une armée et ces formes irrégulières militaires auxquelles vous faites allusion sont assez habiles pour se financer via l'économie grise. C'est dû, pardon, excusez-moi, c'est dû à l'affaiblissement des États ? C'est dû à un affaiblissement des États. Et c'est dû au fait que la mondialisation a créé la possibilité d'une économie grise qui se développe de manière tentaculaire, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit le trafic humain, que ce soit le trafic d'armes, etc. Et donc on a des groupes armés, que ce soit les FARC en Colombie, que ce soit d'autres groupes armés qui sont parfaitement capable de survivre et de survivre très longtemps en se finançant sur l'économie grise. Et je pense que ça, nous devons le prendre très au sérieux parce que c'est sans doute une des futures formes d'organisation militaire, non pas étatique, non étatique, mais qui fonctionnent très bien parce que elles sont pas dépendantes d'un parlement, elles sont pas dépendantes. Ce que je dis est dramatique, hein, je m'en rends compte. Elles ne sont pas dépendantes d'un parlement, elles ne sont pas dépendantes d'un gouvernement, elles ne sont pas dépendantes d'un plan financier étatique. Le financement vient de l'économie grise, vient des différents trafics et ça fonctionne mais finalement, malheureusement relativement bien. Nous sommes à l'ère de la privatisation globale, donc forcément les militaires ou les armées seraient touchés également. Pardon ? Nous sommes à l'ère de la privatisation à tout craint, donc forcément les militaires ou les unités militaires ou les unités de combat seraient forcément aussi englobés dans ce grand mouvement. Alors, je vous donne un exemple, c'est le cas des Zetas au Mexique. Les Zetas, c'est un des principaux narco-gangs du Mexique qui contrôle une grande partie des flux de trafic de drogue. Et au fond, à la base, les Zetas, c'est une unité militaire qui a été formée à grands frais par les États-Unis pour la lutte anti-drogue. Donc une unité militaire mexicaine qui a été formée à grands frais pour la lutte anti-drogue. Et à un moment donné, on leur a proposé un peu plus que 1 000 dollars mexicains par mois pour travailler pour un baron de la drogue. Et ils l'ont fait. Le baron de la drogue a été
a été capturé, et depuis, c'est eux qui contrôlent la chose. Donc ça, c'est un scénario typique. C'est un scénario typique. Merci Bernard Witsch, malheureusement nous devons rendre l'antenne. Merci pour tous ces éclairages, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie militaire. Grand merci pour tous vos éclairages et à bientôt. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui, mais nulle frayeur, on se retrouve dès demain, même chaîne et même heure. D'ici là, portez-vous bien.